vous êtes un demandeur, mais plutôt un apporteur de solutions, un chef de projet, quelqu'un qui a des compétences à apporter à un employeur. Et ça va vous aider mentalement. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'une stratégie d'entreprise? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quand une entreprise décide de travailler sur sa stratégie, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'elle a une ligne directrice qu'elle s'est définie pour son expansion sur son marché. Alors, une ligne directrice, ok. Quelqu'un d'autre? Une ambition. Une ambition, d'accord. On y est presque. Positionner. C'est une vision long terme. Un plan d'action. Plan d'action, vision long terme, mais encore avant ça. Des valeurs. Des valeurs, oui, ça va faire partie du tout. Oui. Un produit. Un objectif. Oui. Un objectif. Un objectif. Alors tout ce que j'entends, c'est ce qu'on va devoir faire, ça ferait partie du business plan, hein, on va dire. Mais la chose vraiment première, quand vous démarrez une entreprise, ça va être qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je ne veux pas faire. C'est très très important parce qu'en fait, on voit beaucoup dans les entreprises parfois ce côté j'essaie de toucher un peu à tout et c'est souvent là où ça commence à moins bien se passer au niveau de l'entreprise. Donc je voulais vous donner deux exemples. Donc EasyJet. EasyJet est vraiment connu pour son positionnement donc low cost et ce qu'ils veulent faire c'est vraiment vendre des billets pas chers. Donc on sait ce qu'on achète quand on achète EasyJet. Et puis à côté donc Dior où là vous avez une imagerie, voilà ce qu'ils veulent faire c'est vendre des produits plus haut de gamme, avec ce côté un peu merveille, beauté et luxe. Donc ça, c'était des exemples d'entreprise. Donc maintenant, pour apporter ça à votre situation, donc comment est-ce que ça se présente? Donc une fois que vous avez décidé ce que vous voulez faire et ce que vous ne voulez pas faire, c'est-à-dire bien comprendre comment vous allez vous organiser pour trouver le bon poste. Deuxième chose, qu'est-ce qui vous rend unique? Donc réfléchissez aux choses que vous avez faites dans votre parcours qui vous rend unique. Peut-être vous avez un parcours international, vous avez travaillé dans plusieurs pays, est-ce que vous parlez plusieurs langues? Ça c'est très important sur le marché suisse. Et puis, est-ce que vos services s'adressent à des PME, des multinationales, des startups? Ça c'est aussi important parce que je vois beaucoup de personnes qui envoient des CV un petit peu partout. Et on n'est pas l'employé de tout le monde, c'est-à-dire qu'on va plutôt intéresser selon son parcours des grosses boîtes ou des PME. Par exemple, pendant très longtemps, mon parcours est plutôt grosse boîte internationale, donc je n'attirais que des grosses boîtes internationales, ce qui est normal, vu que c'était mon savoir-faire. Maintenant, je suis plus sur le côté start-up, mais voilà, au début, c'était vraiment ça. Et puis alors, je vais vous laisser réfléchir aussi à la zone géographique où vous avez le meilleur potentiel marché. Donc ce n'est pas la zone géographique forcément où vous êtes au jour d'aujourd'hui, c'est de penser un petit peu plus loin et puis de dire par rapport à mes compétences, par rapport à ce que j'ai fait dans ma carrière, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les entreprises sur le marché, de façon le plus large possible, qui seraient intéressées par mes compétences. Donc on est sur le forum des technologies, j'ai travaillé avec pas mal de personnes qui étaient en recherche dans ces domaines-là, c'est très pointu, en général c'est dans des bassins bien spécifiques. Donc c'est sûr que si vous habitez loin de ces bassins, ça va être un petit peu compliqué. Donc il faut aussi voir, voilà, si vous cherchez dans des domaines de pointe, en général il y a des pôles bien spécifiques où vous allez pouvoir trouver un emploi, d'autres moins. Donc voilà, c'est juste la réflexion sur ça. Alors après, une fois que vous avez défini ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire, plus ou moins vos compétences, etc., comment vous allez trouver des pistes? Vous êtes votre chef de projet, donc vous devez mettre votre petit chapeau et puis dire, bah, maintenant comment j'attaque, un peu comme un commercial en fait. Donc déjà, ce que je considère important, c'est de lire la presse locale. Je rencontre encore beaucoup trop de monde sur le marché qui ne connaît pas bien la Suisse, par exemple. Donc si vous recherchez en Suisse, il me paraît logique de chercher des informations sur le marché, quelles sont les grosses structures qui recrutent, quelles sont les PME. Alors il faut savoir que la Suisse, c'est surtout un marché de PME. Donc des grosses boîtes, il y en a certaines, mais on a vite fait le tour selon ses compétences. Est-ce que je suis prêt à aller plus loin ou pas? Donc toutes ces choses-là. Mais vraiment lire la presse locale parce que vous allez avoir dans des magazines comme PME Magazine des informations sur les entreprises qui recrutent, les entreprises qui licencient, les personnes nommées. Alors la façon dont je présente ça quand je travaille en accompagnement, c'est de dire bah, vous devez avoir des réflexes. C'est-à-dire si vous voyez par exemple sur un magazine qu'une personne a été nommée dans un pôle, bah, tout de suite ça doit allumer votre petite lampe en disant « Ah, ça veut dire potentiellement des postes qui vont être créés derrière ». Et donc faire une candidature spontanée par exemple. Donc c'est un peu réfléchir comme ça, comme si vous étiez un commercial finalement et vous essayez de placer un produit qui est vous. Donc de regarder les niches d'opportunités.
Donc voilà, il va y avoir une personne nommée, ça veut dire potentiellement du travail qui va être créé derrière. S'il y a des entreprises qui viennent s'installer, par exemple une multinationale peut décider d'ouvrir ses portes sur Suisse, ça veut dire aussi, alors je dis sur Suisse, ça peut être aussi sur France, hein, mais voir les entreprises qui créent un pôle où là pourrait y avoir des emplois, mais essayer d'arriver avant que l'annonce arrive sur le marché. Et ça, c'est la notion de marché caché. Parce qu'en fait, une fois que l'annonce est sur les sites de l'emploi, c'est déjà compétitif avec tout le monde. Alors que si vous arrivez à trouver les opportunités avant, ben, du coup, vous êtes le seul quelque part. Et puis, c'est pas le même positionnement, parce que pour un employeur, si quelqu'un me contacte parce qu'il a lu un article ou il a vu une présentation que j'ai faite, c'est pas tout à fait la même chose que quelqu'un qui va juste répondre à une annonce. Encore une fois, c'est plus dynamique, plus proactif. Donc ça donne une meilleure image de la personne. Donc vraiment lire la presse, s'inscrire sur toutes les listes que vous pouvez. Donc j'en parlais dans ma webconférence hier. Au début, il va falloir faire un gros travail d'aller sur les cocktails, les petits déjeuners, les déjeuners, ne serait-ce que pour vous faire connaître au niveau visuel, que les gens mettent voilà, un nom, une photo, vous reconnaissent. Et puis après, vous allez être dans les réseaux. Donc vous allez être invité, une fois que vous êtes sur les listes, vous allez recevoir les emails. Donc il y a ce travail en fait qui va être difficile au début d'une recherche d'emploi parce que c'est là où il faut s'exposer pour après être dans les cordes en fait. C'est ça le plus dur. Mais après, une fois que vous êtes dedans, vous allez recevoir des emails, vous allez être invité, votre réseau va déjà être créé. Donc il faut faire cet effort, je dirais, les 3 premiers mois de plus être présent à l'extérieur pour après maintenir votre réseau sur digital, par exemple sur LinkedIn. Mais il faut démarrer quelque part. Et les gens ne vont pas forcément tout de suite vouloir vous connaître avant de vous avoir rencontré. Donc il y a ce côté vraiment participer à un maximum de choses. Fixez-vous des objectifs, hein, comme un commercial le ferait. Donc pour vous donner un exemple, voilà, dans 3 mois je veux être à tant de candidatures, dans 6 mois je vais être en poste. Là vous pouvez vous fixer vraiment des objectifs tangibles et puis vous faire des activités, je vous montrerai tout à l'heure. Alors rejoindre des groupes sur internet ou en personne, ça va faire partie de la stratégie digitale. Donc une fois que vous êtes sur un réseau social, alors je donne LinkedIn parce que c'est le réseau social du professionnel. Alors sur France il y a aussi Viadeo qui est intéressant à considérer. Donc voilà, une fois que vous êtes inscrit, il faut rejoindre des groupes, participer à des conversations, il faut se montrer en fait, il faut être visible. Donc pour rejoindre la personne qui présentait avant moi, je pense qu'il y a cette notion de visibilité au XXIe siècle qui n'était pas le cas forcément il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Hein. C'était plus les candidatures sur les sites d'emploi. Et maintenant ça devient de plus en plus via les réseaux sociaux, donc il faut en prendre compte. Et puis démarrer son propre groupe, hein, pourquoi pas, ça montre que vous êtes quelqu'un de dynamique. Si vous voyez qu'il n'y a rien dans la région pour les personnes qui font de la comptabilité analytique, hein, par exemple, bah, vous pouvez créer un groupe. Et ça vous permettra de vous faire connaître. Alors pour bien entendu être efficace, ben, il faut faire un suivi, sinon on ne sait pas si ces outils fonctionnent ou pas. Et un des gros outils, c'est la gestion du temps. Alors je dis le temps c'est notre pire ennemi parce que je pense qu'on n'en a jamais assez. Hein. Si vous êtes des multipassionnés, souvent mes clients sont des multipassionnés, alors ils font plein de choses, puis après ils ne savent plus trop où ils en sont. Et ça c'est souvent le cas aussi quand on est en période de recherche, où on se dit, bah tiens, finalement j'ai ces hobbies. Alors on est un peu entre le hobby et la recherche d'emploi, parce qu'on se dit, oui mais j'aimerais bien peut-être écrire un livre, ou j'aimerais bien peut-être démarrer un site, ou essayer le freelance. Donc j'ai beaucoup ce côté pluriactivité qui, je pense, dilue un peu l'efficacité. En tout cas, c'est mon point de vue, je l'ai eu confirmé ce point de vue ce matin. J'étais en conversation avec l'équipe d'un cabinet de recrutement qui m'a dit, mais nous les CV, les gens ils viennent et ils veulent être un peu tout et ils ne sont pas bien positionnés en fait, donc pas crédibles. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce côté de se diluer trop dans plein de projets. Il faut vraiment se dire, je cherche dans tel job. Après vous pouvez avoir des hobbies, mais ça doit rester light en fait par rapport à votre recherche d'emploi. Il faut vraiment choisir à un moment donné. Alors je vais vous donner des techniques en fait qui vous permettent d'avoir ce fameux focus, parce que c'est pas évident et je le comprends bien. Alors c'est des techniques que j'utilise, hein. Je ne prêche pas de choses que j'utilise pas moi-même. La première c'est la gestion par créneau de temps. Donc en fait ça veut dire que quand vous allez organiser votre agenda, vous vous donnez des créneaux, ça permet de limiter le temps. Parce que quand je donnais des activités à faire aux personnes en recherche d'emploi, souvent on me disait, ben voilà j'ai passé une journée sur ça, puis finalement j'ai rien fait d'autre. Donc c'est pour limiter en fait, dire je fais 2 heures sur LinkedIn, 2 heures sur par exemple écrire une lettre, 2 heures sur un rendez-vous, etc. Donc ça permet de faire un petit peu de tout. Donc je vous ai donné l'exemple là, voilà, prospection internet, déjeuner réseau, ça vous fait 4 heures de temps.
Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est la priorité 1. Alors cette technique, vous n'avez pas dû l'entendre parce qu'en fait, ça vient d'une entreprise où j'ai travaillé, où le PDG en fait avait des soucis au niveau de la gestion des priorités dans l'entreprise. À un moment donné, tout le monde recevait tellement d'emails, on ne savait plus du tout quelle était la priorité, etc. dans les équipes. Donc il a dit, à partir du jour d'aujourd'hui, dans le libellé de l'email, il y aura écrit priorité 1 et ça voudra dire on lâche tout et on fait ça. Et du coup, ça a amélioré cette notion de priorité parce que les gens savaient priorité 1, je lâche tout. Donc du coup, je vais vous montrer comment l'utiliser sur l'agenda. Ça vous permet de vous donner ce focus en fait, d'avoir une seule priorité chaque semaine et qui fait qu'à la fin de la semaine, au moins vous avez fait une chose. Parce que souvent, si on a trop de choses, on se rend compte à la fin de la semaine, on n'a rien fait en fait. Parce qu'on était dispersés. Donc ça, je l'utilise énormément. Et la dernière technique que j'utilise, c'est regrouper les rendez-vous. Donc quand vous avez, par exemple, des rendez-vous sur Annecy, des rendez-vous peut-être sur Genève, si certains d'entre vous cherchent, c'est pas forcément très proche, il y a un petit peu de chemin. Donc j'organise toujours mes rendez-vous, les choses ensemble, au maximum. Après, il va y avoir des exceptions. Ça vous permet de gagner du temps. Donc d'essayer de regrouper vos activités, de dire ce matin je vais être sur Annecy, cet après-midi je vais être sur Genève. Comme ça vous faites un maximum de choses et vous perdez moins de temps dans les bouchons, sur la route, etc. Ça paraît peut-être pas forcément tout de suite important, mais ça l'est dans la réalité. Alors voilà à quoi pourrait ressembler votre agenda dès ce soir, si vous le mettez en pratique. Alors ça, je le fais depuis longtemps, parce qu'en fait, quand j'ai démarré ma carrière, j'ai été formée à la méthode Franklin Covey, peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est un Américain qui a écrit beaucoup de livres sur la gestion du temps, l'efficacité, toutes ces choses-là. Maintenant, il y a un autre auteur qui est très bien aussi, si jamais vous vous intéressez à ça, qui s'appelle Tim Ferriss, qui a écrit La semaine de 4 heures, et il donne énormément de conseils sur être super efficace. J'utilise pas mal de ces méthodes moi-même, notamment au niveau de mon organisation du temps, des outils que j'utilise. Donc Tim Ferriss et Franklin Covey, c'est des personnes qui vous donneront beaucoup d'outils. Donc l'agenda type, avec mes 3 méthodes, donc les créneaux, et puis le côté priorité 1. Donc l'idée, alors vous pourrez avoir les slides après, je vous donnerai votre email et puis je vous l'enverrai. Donc l'idée c'est d'avoir des créneaux et comme ça d'être toujours efficace, et vous remarquerez que c'est une diversité d'activités. Donc vous n'allez pas être toute la semaine sur internet à rechercher les offres, ça c'est une chose, il faut continuer de le faire si vous le faites. Mais bien entendu, si vous avez fait le forum depuis ce matin, puis je pense que vous avez réuni pas mal d'informations, en 2016, voilà, on ne trouve pas forcément un poste comme ça va être le réseau, ça va être LinkedIn, les réseaux sociaux, etc. Donc vous voyez que j'ai quand même d'autres activités, comme d'appeler ses contacts réseau, comme de créer une certaine stratégie de recherche d'emploi, et je l'ai mis en priorité 1. Donc ce qui veut dire que si dans la semaine vous avez des gros bouleversements, moi j'ai eu des cas, des gens qui disent voilà mes enfants sont malades, grosse urgence, et puis finalement les semaines passent, vous dites mais j'accomplis rien. Donc là ça vous permet au moins d'accomplir une chose par semaine, si jamais le reste devait partir. Mais vous voyez il y a un petit peu de tout, préparer ses lettres, consulter la presse, prospection sur LinkedIn, mettre à jour ses outils de suivi, parce que je vais vous donner un outil de suivi aussi. Donc tout ça, c'est des choses que vous devez faire de manière récurrente pour arriver à avoir du résultat. Parce que c'est ça l'idée, c'est que vous ayez du résultat, des entretiens et que ça bouge. Et puis très important, alors pour moi c'est très important, le sport et le divertissement inclus dans les activités parce que sinon vous allez être complètement épuisé et puis pas très bien dans votre peau. Donc je pense que le mental et le physique va avec. Si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas bien, il faut faire aussi un peu de sport et puis se divertir et du coup le lundi vous êtes en meilleure forme pour repartir sur une nouvelle semaine. Donc je l'inclus dans les activités à faire. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur l'agenda? Parce que c'est peut-être une notion, certains d'entre vous le font peut-être déjà. Pour certains ça peut être un nouvel élément à prendre en compte. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc je continue. Alors la méthode pour faire son suivi et voir son efficacité. Donc j'ai un outil, là j'ai fait une impression d'écran, il est en anglais, mais je vous donne les éléments qu'il y a sur ce tableau. Donc voilà les choses que je mets dans mon tableau pour faire mon suivi. Donc le date d'envoi de la candidature, titre du poste, nom d'entreprise, donc essayez de capturer un maximum de choses pour pouvoir après justement les coordonnées du recruteur, contacter le recruteur, faire le suivi 3 semaines après. Donc ça c'est une date que je donne qui me paraît juste.
Les statuts, premier, deuxième, troisième rendez-vous, ça c'est important aussi. Je vais expliquer pourquoi dans une minute. Et puis d'analyser ces candidatures. Donc ce tableau va vous permettre de voir votre efficacité. Parce que je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant, et ça je le vois souvent quand les gens me contactent, c'est voilà, il ne se passe rien, je suis en recherche d'emploi, j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas de retour. C'est très rare côté suisse, mais je pense côté français aussi, c'est très rare d'avoir un retour. Parce que les recruteurs sont débordés, et puis ça ne fait pas forcément partie de leur rôle de contacter chaque personne pour donner un feedback. Donc à part un email qui dit qu'ils ont bien reçu votre candidature, si ça ne va pas plus loin, vous n'aurez pas plus de nouvelles. Donc ça, je crois que c'est une grosse frustration. Mais en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de donner ce fameux outil pour pouvoir faire son suivi. Alors pourquoi c'est important de faire le suivi? Parce que ça va vous donner beaucoup d'infos. Notamment sur quel type de poste vous avez le plus de retours. Donc si vous postulez toujours, et je pense à certaines personnes en question, hein, et je leur en veux pas parce que je pense que c'est naturel d'essayer. Si vous avez fait une fixation sur les postes en marketing et puis qu'au bout de 6 mois, je dirais même avant, vous voyez que vous n'avez pas de retour, hein, au bout d'un mois, peut-être faut se dire, est-ce que je suis pas dans le bon positionnement? Je ne suis pas demandée pour ce type de rôle. Pareil, si vous envoyez en finance, vous n'avez pas de retour. Donc je pense que c'est important de comprendre sur quel poste ça marche et puis sur quel poste ça ne marche pas pour ne pas perdre trop de temps. Est-ce que vous êtes sur les bons postes, trop junior, trop senior? Donc c'est pareil, si vous avez 0 retour, peut-être faut se poser la question. Et puis à quel stade vous êtes bloqué? Alors je vous explique pourquoi. Donc en fait, quand je capture toutes ces informations, donc ça c'est ce que je fais faire aux personnes que je suis en accompagnement pour pouvoir les aider justement à trouver un poste plus vite, ce qui est le but. Donc je regarde ce tableau puis je me dis, tiens c'est bizarre, la personne au premier rendez-vous, elle n'est jamais contactée au premier rendez-vous. Donc moi ce que ça me dit en tant que personne qui accompagne, c'est son CV ne fonctionne pas. Donc ça veut dire qu'on va travailler sur le CV, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas bien positionné, trop junior, trop senior. Donc là, si vous n'êtes jamais contacté, c'est que c'est un problème de CV. Si vous êtes toujours contacté au premier, deuxième rendez-vous et vous n'arrivez jamais au troisième, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'entretien de recrutement. Peut-être vous dites des choses, ça m'est arrivé avec des candidats, je les écoutais, je me dis, il ne faut pas qu'ils disent ça, ou là ils ne se présentent pas bien, etc. Et puis si vous n'êtes jamais pris, et ça arrive aussi, vous avez le dernier entretien, vous avez fait 3 mois d'entretien, vous avez passé toutes les étapes, puis vous arrivez en bout de course, on prend l'autre personne. Et ça arrive systématiquement, je dis personne, mais ça arrive systématiquement. Donc au bout d'un moment, il faut se poser la question, mais pourquoi c'est jamais moi? Et il y a une raison. Et la raison, souvent, c'est que vous avez bien joué, vous avez bien continué les différentes étapes, mais peut-être au fond de vous, vous n'étiez pas vraiment convaincu. Ça arrive aussi parce que vous dites, je suis en recherche, là, ce poste, il me le faut, et je vais tout faire pour l'avoir, mais parce qu'au fond de vous, vous n'étiez pas vraiment, c'était pas votre truc. Je l'ai eu avec une candidate récemment, où en discutant à nouveau avec elle, je me suis rendu compte que c'était pas le bon poste pour elle, donc elle n'a pas été sélectionnée. Donc c'est important vraiment de regarder toutes ces étapes et de voir où ça pêche. Peut-être vous avez des questions sur ça. Je pense que c'est l'outil qui va vous aider, je pense. Si vous le mettez en place, ça va vraiment vous apporter un plus. Notamment pour pas toujours, je dirais, répéter les mêmes erreurs, si je peux dire, ou pas se retrouver toujours coincé aux mêmes endroits, ce qui peut être très frustrant également. Alors, les différents types de réseaux. Alors, pour moi, il y a 2 types de réseaux. Il y a les réseaux sur Internet, dont on parle de plus en plus, et puis il y a les réseaux en personne. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le réseau en personne, pour moi, c'est important de passer du temps, en tout cas en début de recherche d'emploi, pour construire ces relations. Donc, ça veut dire des événements, des petits déjeuners. Et puis, j'ai mis, n'oubliez pas, les événements plus ludiques ou plus sportifs. Hein. J'ai eu des gens qui faisaient des rencontres intéressantes au niveau emploi en faisant du ski, par exemple. Surtout qu'ici, c'est le sport national. Vous avez probablement tous les plus grands dirigeants en Suisse qui sont au ski tous les week-ends pendant la période de ski. Donc vous pouvez, en fait, la morale, c'est que vous pouvez rencontrer des potentiels employeurs un peu partout. Il ne faut pas avoir les idées forcément de dire il faut que j'aille dans des choses uniquement emploi. Bon, déjà, ça va être limité au niveau potentiel parce qu'il y a des événements emploi comme aujourd'hui, mais il n'y en a pas tout le temps, tous les mois, toutes les semaines. Donc ouvrez-vous aussi. Alors je donne les 2 adresses qui sont Meetup et
Et il y a aussi Eventbrite. Event, E-V-E-N-T. Le premier. Meetup.com. Donc c'est là où vous avez plein d'événements. Donc vous allez voir plein de choses sur différentes thématiques. Et ça vous permet aussi d'élargir, de connaître du monde et puis de voir, prendre des contacts en fait. Donc ça va être important pour bien construire. Et puis réseau sur Internet, ça doit être fait en parallèle, je dirais. Mais il faut commencer quelque part. Donc récupérer les cartes de visite pour après ajouter les gens sur LinkedIn. Qui est-ce qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux dans la salle? Pas du tout. Donc il y a des personnes actives. Qui est-ce qui est sur LinkedIn? Donc la majorité. Vous avez juste un profil, juste pour voir où vous avez vraiment, vous êtes actif. Qui est-ce qui est actif dessus? Mais vraiment actif. Une personne. Donc quelques-unes. Mais pas beaucoup, hein, quand même. Donc vous avez un profil, mais vous n'êtes pas forcément actif. Et pourquoi, si je demande la question? Manque de temps, manque de connaissances. Il faut vraiment faire des recherches si on veut vraiment être pertinent sur l'activité. Moi, je parle de LinkedIn. Moi, j'ai plus une question par rapport à Twitter, mais en même temps. Mais pour revenir sur LinkedIn, il faut vraiment être actif de manière à être pertinent sur les activités qu'on peut trouver sur les pages de LinkedIn et des personnes de notre réseau. Donc il faut, si on n'y passe pas un minimum de temps, on a du mal à s'en sortir. Moi j'ai mis un certain temps pour arriver à être actif de manière pertinente sur les réseaux. Oui, comme je disais dans l'agenda tout à l'heure, se créer des créneaux où vous êtes vraiment sur LinkedIn et où vous développez cette fameuse activité, je dirais. Et qu'est-ce qui bloque le plus? Est-ce que c'est le fait que ce soit en ligne, donc du coup vous vous sentez moins à l'aise? Est-ce que c'est le fait de ne pas connaître l'outil, forcément, toutes ces fonctionnalités? On ne sait pas trop connaître l'outil, c'est pas savoir quoi faire exactement. Moi ça arrive sur en être dessus, mais je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire. J'ai plein de monde, voilà, j'ai des contacts, des gens qui j'essaye d'activer au maximum, mais après quoi faire de plus. Voilà, donc c'est plus une question de formation finalement. Formation, je pense que question c'est de pas pour temps moi. aussi. C'est un réseau qui est très vaste et il faut vraiment faire attention de ne pas trop se diversifier parce qu'il y a des actualités qui peuvent correspondre à des choses qui ne vous intéressent pas forcément. Donc du coup, ça peut être compliqué dans un premier temps. Et le fameux créneau que je donnais, est-ce que ça, vous pensez que c'est quelque chose que vous pouvez faire, de faire juste des créneaux de 2 heures, où vous passez 2 heures par semaine, par exemple, au début? C'est le créneau que j'utilise. Commercial, je fais déjà. Voilà, pour passer un peu de temps dessus, essayer de voir ce que vous pourrez. Parce qu'en fait, c'est vrai que le fait est, avec les outils de réseaux sociaux, j'ai connu Internet vraiment dans ses tout débuts. Hein, j'étais aux États-Unis dans les années 90-90. Le tout début d'Internet, où ça faisait encore beaucoup de bruit quand on se connectait et tout. Et j'ai appris tout en fait moi-même, c'est-à-dire que c'est en passant du temps dessus, en essayant. Et souvent, tout ce qui est lié à Internet, c'est beaucoup d'apprentissage par soi-même, où vous testez, vous regardez comment ça fonctionne. Et c'est là où vous allez avoir aussi du retour, parce que c'est vrai que souvent, si vous allez en formation, vous allez apprendre certaines choses, mais si vous ne pratiquez pas, on oublie après, on oublie finalement comment ça fonctionne. Mais c'est d'essayer une chose toute simple, par exemple, de se dire toutes les semaines, hein, si vous faites une fois par semaine, je publie un article que j'ai choisi qui est intéressant pour mon réseau. Il faut savoir quel est son réseau, bien entendu. Est-ce qu'il cherche plus de l'information sur quelle thématique qui va leur être utile? Donc c'est penser aux autres. Ce que je disais hier, alors vous êtes les bienvenus d'écouter mes présentations sur YouTube. Elles sont toutes en anglais parce que je travaille principalement avec des expats. Donc mon activité est principalement en anglais, les vidéos sont en anglais mais je ne parle pas trop vite. J'ai toute une présentation sur LinkedIn et puis hier j'ai parlé aussi des réseaux sociaux sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez ma carte, vous pouvez la trouver ici. Alors juste pour vous donner les concepts de réseau, pour moi il y a 2 réseaux. Donc le premier, alors ça vient pas de moi, ça vient d'un professeur granovateur de la Johns Hopkins University aux États-Unis qui a considéré qu'il y avait 2 réseaux, le lien fort et le lien faible. Donc bien entendu, le lien fort, ça va être tout ce qui va être réseau proche et c'est souvent là où la plupart des gens se cantonnent. C'est-à-dire les personnes que vous connaissez bien, vos amis, les personnes avec qui vous avez travaillé avant, peut-être votre conseiller Pôle emploi, si vous en avez un, ou voilà des gens proches, des gens que vous voyez régulièrement.
Donc c'est bien, c'est le réseau, on va dire, confort, vous êtes à l'aise, mais ça ne suffit pas. Si vous voulez avoir du résultat, parce que ce que je vous donne aujourd'hui, c'est des outils pour être encore plus dynamique, encore plus performant dans vos recherches. Donc ce qu'il va falloir développer, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, c'est le réseau des liens faibles. C'est-à-dire celui où il va falloir aller en dehors de sa zone de confort. Et là, c'est un petit peu plus compliqué pour la majorité des gens. Et même parfois des profils plutôt extravertis, habitués, admettons, à la vente, au marketing, même pour eux, parfois, c'est pas évident, parce que c'est pas la même chose de représenter une marque que de se représenter soi-même. Et puis, il y a aussi cette fameuse casquette, c'est pour ça que j'essaie vraiment d'orienter sur la notion de chef de projet, où aussi je suis en recherche. Donc, quelque part, je suis en recherche, donc je ne vais pas avoir de valeur. Donc, il faut essayer de renverser ça et de dire, j'apporte mes compétences. Du coup, quand vous allez dans des réunions de réseau, ça se passe beaucoup mieux. Enfin, vous vous sentez plus à l'aise en tout cas. Alors, comment vous allez faire pour créer donc, des liens en dehors de votre réseau fort? Ça va être de sortir. Ça va être de sortir au maximum, d'aller peut-être dans des événements où vous ne seriez pas allé avant, parce que ça ne vous parlait pas forcément, vous n'aviez pas envie. Donc, il va falloir aller dans votre zone d'inconfort, peut-être dans des villes même où vous ne pensiez pas aller. Hein, je dis toujours aux gens, regardez large. Même si vous cherchez un emploi sur Annecy ou sur Genève, n'hésitez pas à aller à une conférence à Paris ou à Lyon, parce que ça va quand même vous apporter des choses. Vous allez apprendre des choses, vous allez rencontrer des gens. Et ce qui se passe aussi quand on est en recherche, ben, c'est qu'un contact peut mener à un autre contact. Donc même si une personne va vous proposer un poste, elle peut vous donner le nom de quelqu'un qui va être une personne. Donc il ne faut rien laisser au hasard, il ne faut pas se mettre de limite en fait. Et ça m'est arrivé en fait avec des gens qui étaient en entretien d'embauche sur des villes qui ne les intéressaient pas. Mais entre deux, bah, c'était quand même un contact. C'était quand même un contact entreprise. Vous pouvez aussi pratiquer vos entretiens d'embauche. Donc c'est de la pratique, c'est un apprentissage. Et puis qui sait, peut-être que la personne qui vous a fait l'entretien dit « Ah ok, vous pouvez pas déménager à Lausanne ou à Paris ou à Lyon. C'est pas grave, mais en tout cas, voilà, je vous garde en tête. Et puis peut-être si on ouvre une succursale ou si je connais quelqu'un qui recrute plus dans votre région, je vous tiens au courant. » Donc c'est du réseau. Et c'est là où vous allez développer ce fameux réseau faible. Et puis c'est un contact LinkedIn, vous avez aussi accès à ces contacts, à cette personne. Moi j'ai des gens qui sont juste dans mon réseau LinkedIn, je les ai rencontrés peut-être une fois, ou elles m'ont contacté sur LinkedIn. Elles sont dans mon réseau, on ne fait rien de particulier, c'est-à-dire que je ne travaille pas avec moi, mais de temps en temps un petit email, de temps en temps partager une info. Et puis c'est ça qui va faire qu'au fur et à mesure, bah, vous avez de la visibilité. Et là, quasiment tous les contacts que j'ai maintenant, ça vient de mes réseaux sociaux. C'est parce que les gens voient ce que je fais, après ils se disent tiens, je vais lui envoyer un contact, tiens, je vais lui envoyer telle info. Mais ça fait quand même 1 an et demi que je construis ce réseau. Et voir que j'étais ici aussi avant. Donc ça prend du temps. Voilà, c'est mon message que je dis aussi dans mes webconférences. C'est un travail de longue haleine, mais pour de la qualité. Et puis un réseau, vous le gardez toute votre vie. Donc une carrière maintenant, ça va durer longtemps, jusqu'à la mise en retraite. Donc c'est quelque chose que vous construisez pour le long terme. Et ce qui ne va pas vous être utile aujourd'hui peut vous être utile dans 10 ans. Alors moi, ça m'arrive d'avoir des gens que j'ai rencontrés il y a très longtemps. Comme je vous dis, on n'a pas spécialement eu de contact, mais peut-être d'un seul coup, on se dit tiens, personne, elle revient. Et puis là, d'un seul coup, vous allez peut-être commencer un projet ensemble. Ou la personne va vous dire, ah bah tiens, j'ai ouvert ma boîte et puis je recherche du personnel. Donc toujours penser, aller vers les gens avec qui vous avez des affinités. En fait, c'est comme ça que je conçois le réseau. Je ne conçois pas le réseau en me disant, je vais rencontrer quelqu'un parce qu'elle a tel poste, parce que ça c'est quelque chose qui change de toute façon. Je construis mon réseau par rapport aux gens avec qui j'ai des affinités, avec qui il y a un bon feeling. Et du coup, bah, ça s'est toujours bien passé comme ça. Parce qu'au final, bah, voilà, il y a une bonne entente, on est en contact mutuel et puis on s'aide mutuellement. Et ça marche très très bien comme ça, sur le long terme en tout cas. Et puis ça retire aussi la pression de dire, il faut que je rencontre le CEO de telle boîte parce que c'est la boîte de mes rêves. Et j'ai des gens parfois qui me contactent comme ça en me disant, mais il faut que je sois en contact avec telle boîte parce que c'est la boîte dont je rêve. Bon, déjà vous ne savez pas parce que vous n'avez pas vu de l'intérieur. Ça, il faut se méfier aussi, hein, la boîte des rêves, voilà. Et puis, ça ne se passe pas vraiment comme ça dans la vraie vie, c'est des affinités. Peut-être vous rêvez d'une boîte, mais elle ne rêve pas de vous, donc, donc voilà, ça arrive aussi. Alors, je vais vous donner des petits tips en anglais pour comment
bah, comment vous allez pouvoir dynamiser ce réseau? Parce que finalement, c'est ça le message de cette conférence aujourd'hui. C'est de dire, bon, mis à part l'organisation et puis le suivi de mes candidatures, si vraiment je veux faire une différence dans ma recherche d'emploi, il va falloir que je développe mon réseau et puis que je rencontre du monde. Donc la première chose déjà c'est de commencer avec des événements proches de vos centres d'intérêt. Donc aller vers des choses que vous aimez naturellement, parce que c'est vrai que si déjà vous vous forcez à aller à des choses qui ne vous intéressent pas, juste parce qu'il y aura peut-être le CEO de telle boîte, vous allez vous ennuyer. J'ai déjà fait ça aussi dans le passé en allant à des événements, voilà, en me disant je vais rencontrer peut-être certaines personnes, mais au final, si ce n'est pas dans ses passions, ça risque d'être moins intéressant. Donc essayez des choses qui vous plaisent tout simplement, et puis vous allez passer un bon moment. Allez-y pour passer un bon moment. Préparez absolument une carte de visite. N'allez pas en réseau si vous n'avez pas votre carte de visite. Donc même quelque chose de tout simple, si vous êtes en train de faire un bilan ou vous n'êtes pas encore sûr de votre positionnement, faites une petite carte simple avec nom, prénom, votre adresse, email, téléphone, au moins qu'on puisse vous joindre, c'est ça l'idée. Ou vous ajoutez sur les réseaux sociaux. Bon, laissez une trace en fait, et puis faites en sorte que cette trace, elle représente qui vous êtes. Donc moi, ça m'arrive des fois d'avoir des cartes, le papier tout fin en fait, imprimante, avec la couleur qui se, qui se retire. Je me dis, bon, déjà j'ai une image qui n'est pas superbe. Donc investissez dans quelque chose au moins de correct, même une carte toute simple, voilà, bien écrite. Maintenant, il y a plein de sites qui font ça pas cher pour avoir une centaine de cartes. Et ça fera vraiment la différence. Ça montre que vous êtes quelqu'un de professionnel. Vous laissez une carte derrière vous, ça laisse un contact. En plus, c'est un contact papier, donc les gens... Et puis, offrez votre service autour de vous. Je disais hier dans ma conférence en ligne, si vous rencontrez des gens qui disent, par exemple, on est nouveau dans la région, on ne connaît pas trop la région, bah, si vous la connaissez bien, bah, vous savez que vous êtes à resto là, et puis vous pouvez faire ça avec les enfants, et puis juste offrez de l'info. Et du coup, bah, vous allez être vu comme une ressource, déjà, dès le début, comme une personne en tout cas qui propose quelque chose. Et ça remet justement cette casquette de chef de projet, ou en tout cas vous mettez en position de personne apporteur de solutions. Et la personne va avoir une bonne image de vous. Donc ça, plus votre carte que vous allez laisser, déjà, ils ont une bonne image. Et du coup, bah, vous allez être dans un réseau avec une bonne note, si je peux dire, de bonne note à recruteur. Les gens s'en souviendront, surtout ici, parce qu'ici, au niveau générosité, je dois dire que, voilà, c'est sans aller trop loin dans les commentaires, mais il y a quand même un côté un peu je veux quelque chose, des deux côtés, hein, je parle employeur-employé, puis cette notion de générosité et d'humanité, je trouve, manque parfois un petit peu. Donc si vous vous différenciez comme ça, je pense que, en tout cas moi je remarque les gens qui offrent quelque chose. J'ai une personne qui m'a envoyé un message LinkedIn en me disant, quelqu'un qui travaille à Annecy, qui me dit, ben voilà, j'ai rejoint votre réseau, et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, voilà, sans rien demander. Je me suis dit, ben déjà je vais me souvenir de lui parce qu'il a proposé quelque chose avant de me demander quelque chose. Donc c'est un tout bête, hein, mais juste proposer aux gens, vous êtes là, et pas tout de suite demander, mais proposer. D'aller aux événements à plusieurs, ça peut aider. Donc si vous êtes un peu nerveux au niveau réseau, ce que je peux comprendre aussi, parce que c'est pas forcément quelque chose que vous avez été habitué à faire. Alors vous me voyez comme ça aujourd'hui, il faut savoir que j'ai un profil plutôt introverti, donc plutôt quelqu'un de timide, mais voilà, quand on pratique quelque chose, on devient meilleur. Donc au jour d'aujourd'hui, vous êtes peut-être timide par exemple pour aller en meeting réseau, et puis si je vous revois dans 6 mois après avoir fait pas mal de réunions, si ça se trouve, vous allez être plus à l'aise, la plus à l'aise de tous, le plus à l'aise de tous. Et puis essayez de développer du temps pour le réseau. Tout comme vous allez développer du temps pour LinkedIn ou les réseaux sociaux, développer aussi du temps pour aller en réunion. Ça prend du temps, ça je l'admets, il faut aller se déplacer. Mais je trouve que vous allez avoir plus de retour sur investissement qu'en faisant des candidatures en ligne. Parce que comme vous le savez, les candidatures en ligne, bah, ça va dans des bases de données. On ne sait pas trop comment la sélection est faite, comme vous l'avez entendu dans d'autres présentations. C'est beaucoup du subjectif. Si sélection il y a avec une personne humaine, parce que maintenant c'est beaucoup un tri par des machines aussi. Donc vos chances vont être assez minces. Donc c'est pour ça que pouvoir trouver d'autres façons de se faire voir, c'est beaucoup mieux. Rencontrer les gens en direct, comme je disais tout à l'heure, lire la presse pour voir les opportunités, comme si vous étiez un investisseur qui cherchait la bonne opportunité. Donc c'est ça, c'est vraiment de se mettre dans des voies un petit peu extérieures que la voie que tout le monde connaît, et vous allez être en compétition avec tout le monde.
Donc j'avais un autre séminaire que j'anime aussi qui s'appelle Créer de l'opportunité sur un marché tendu, où j'explique aussi ce concept de réfléchir un petit peu en dehors de la boîte. Peut-être des questions sur ça, sur le réseau, sur comment le développer. Je pense que c'est pas évident au début en tout cas, mais je peux vous dire. Ah oui, monsieur? J'avais une petite question sur le positionnement quand on recherche un emploi. Sur les réseaux, quand on aborde son réseau, si on a déjà un job, c'est bon, on se dit bon, il n'y a pas d'intérêt, enfin si, il y a un intérêt, mais peut-être. Alors que quand on cherche un emploi et qu'on se positionne, je recherche un emploi, je trouve que c'est délicat d'aborder la relation. Alors, est-ce qu'il faut mettre sur LinkedIn, je cherche je suis en recherche d'emploi, merci, ou pas, tout simplement? Alors je le déconseille, parce que déjà il faut réfléchir quand vous êtes sur LinkedIn en manière de comment l'outil fonctionne. Donc c'est un outil qui fonctionne avec des recherches booléennes, donc sur des mots-clés. Donc quand les recruteurs vont chercher des compétences, vont chercher des mots-clés. Donc si vous avez en recherche d'emploi, ça ne va pas ressortir sur les recherches. Donc mettez des mots-clés, voilà, ingénieur, réseau, etc. Et là, du coup, vous allez ressortir. Alors c'est pas grave si vous n'êtes pas ingénieur réseau, hein, je donne ça comme exemple. Au jour d'aujourd'hui, vous l'étiez avant, c'est pas si vieux que ça, c'est votre métier. C'est pas parce que vous n'avez pas un emploi au jour d'aujourd'hui que vous n'avez pas le métier. C'est juste que vous cherchez un employeur, mais le métier est toujours là, vous êtes toujours ingénieur réseau. Donc quand vous vous présentez en réunion de réseau, vous dites voilà, je suis ingénieur réseau, pour quelle boîte? Pour le moment, voilà, j'attends d'avoir différents sons de cloche sur différentes entreprises pour prendre ma décision. Vous pouvez même dire, je fais un bilan de compétences pour voir où je veux aller, dans quelle direction je veux aller. Mais je vais me donner du temps. Vous mettez ça plus en vous redonnant le pouvoir de votre côté. C'est vous qui cherchez le bon employeur, pas forcément le bon employeur qui vous cherche. Donc vous avez de la force, vous avez des compétences, c'est pas parce que vous n'avez pas un titre, si je peux dire, dans une boîte que vous avez perdu vos compétences. Mais il faut s'habituer, c'est-à-dire plus vous allez le faire, plus ça va devenir automatique. Et puis souvent, ce que les gens ne font pas en réseau, c'est écouter. Donc déjà, même avant de vous poser la question, qu'est-ce que je dis quand on me demande ce que je fais, c'est déjà de voir la personne, ce qu'elle cherche et ce qu'elle est venue faire. Les gens, ils viennent en contact réseau pour boire un verre, pour s'amuser, et puis peut-être que ça ne se posera même pas, la question ne se posera même pas. Donc c'est vrai que souvent on la pose, qu'est-ce que vous faites dans la vie, parfois ça vient après, il faut s'adapter aussi à la personne en face, ce qu'elle a envie d'entendre, et puis s'adapter en fait, la communication. Et puis de savoir justement saisir l'opportunité, c'est voir si vous avez parlé avec la personne, puis qu'au bout de quelques minutes vous entendez, oui alors dans mon équipe, on va peut-être rechercher quelqu'un, dans quel domaine, là vous essayez de voir si vous ne pouvez pas vous positionner aussi, même si ce n'est pas votre titre exact. Comment je me positionne pour peut-être plus tard pouvoir suivre ça, sur cette affaire. Donc c'est tout de la finesse, de la communication beaucoup. Et puis les gens, l'humain travaille avec l'humain. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup dans les réseaux sociaux, on est beaucoup dans le digital, mais au final on choisit des humains, on choisit des personnes avec qui on va cliquer, avec qui on va bien s'entendre. Donc c'est ça en fait le recrutement. D'autres questions? Est-ce que je peux rebondir sur ce que disait monsieur, c'est vrai qu'on n'a pas le même potentiel d'attractivité qu'on soit en poste ou que l'on est justement demandeur d'emploi. Et ça se traduit par le fait qu'on peut être vu l'opportunisme peut être vu d'une façon différente si vous êtes en poste que si vous êtes demandeur d'emploi. Bon après il y a un travail mental aussi à faire. Il y a un travail mental à faire, de se dire ben, j'ai des forces et je veux trouver le bon employeur et je vais me donner du temps. Moi j'en ai pas beaucoup, hein, c'est vrai, des candidats qui arrivent à faire ça, mais j'en ai eu là récemment une personne qui m'a dit ben, moi je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, j'ai des personnes qui me contactent mais ça ne m'intéresse pas, qui se met en position de force alors qu'elle n'est pas en poste. Hein. Après c'est peut-être plus dur à faire quand vous êtes dans la durée, et je peux comprendre au bout de 6 mois, 8 mois, 9 mois, là vous dites bon, je suis un peu plus en période plus délicate on va dire. Mais en tout cas au début, si vous finissez un poste, vous êtes encore bien dedans. Vous allez bien vous positionner, être en force. Et puis après, il faut travailler moins. J'avais une question. À un moment, quand vous avez terminé votre job et que vous l'avez perdu, vous êtes bien obligé de le signaler. Vous ne pouvez pas dire
en poste actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment, il faut bien jouer un petit peu de franchise, sinon on va chercher à savoir comment ça se fait que dans votre profil LinkedIn, vous êtes soi-disant tout le temps en poste. Oui, bien sûr, il faut être transparent. Faut être transparent. Mais après, quand vous mettez dans votre titre les mots-clés, c'est ça qu'on va rechercher, les mots-clés. Et puis après, il y a une partie donc, de synthèse en haut. C'est là où vous allez apporter votre savoir-faire. Et puis finalement, je pense que les gens ne rentrent pas trop dans les différentes expériences, peut-être dans une deuxième étape. Mais si vous avez bien fait votre pitch, en fait, au niveau écrit, sur votre synthèse, et vous vous montrez comme quelqu'un qui apporte des solutions. Ce que je disais aussi hier, c'est que voilà, il faut vraiment se positionner comme un apporteur de solutions. C'est qu'est-ce que cette entreprise va vouloir entendre, ou les entreprises que je vise en tout cas, le créneau d'entreprise que je vise. Qu'est-ce qu'elle cherche comme compétence et comment je vais m'adresser à elle. Parce que ce que je vois souvent, c'est des gens qui disent « moi j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Ouais, c'est super, mais ça ne fait pas pour moi en fait. Donc en tant qu'employeur, ce que je veux voir, c'est des gens qui vont faire des choses pour moi. Alors il y a une jeune femme hier qui a fait quelque chose de vraiment bien, une jeune en marketing, qui a mis une photo d'elle, avec, donc elle avait fait une petite décoration et tout autour de sa photo, puis en dessous elle avait mis, voilà, je peux vous aider dans tel et tel domaine, et puis elle a mis, faites juste un petit like, ça vous prendra 1 minute, je vous remercie. Et elle a eu 6000 likes. Juste pour dire que la façon de communiquer, alors bon, c'est une experte en marketing, donc c'est bien pour elle, mais rien que ça, elle s'est vendue pour se trouver un poste, parce que derrière, il y avait des recruteurs qui mettaient « je vous contacte, on a un poste », etc. Parce qu'elle a montré qu'elle savait de quoi elle parlait, donc du coup, elle pourra le faire pour l'entreprise. Moi, quand je cherche quelqu'un pour m'aider sur différentes thématiques, je prends souvent des freelances, je veux voir qu'ils ont fait ce dont j'ai besoin pour eux ou pour un autre client. Et c'est ça qui va montrer qu'ils pourront le faire pour moi. Et quelqu'un qui va juste me dire « ouais, je suis un webmaster, ou je suis un graphiste, je suis génial », j'ai pas de preuve de ça. Donc, montrez-moi ce que vous savez faire. Et comme je dis aussi, LinkedIn, c'est un outil où vous pouvez détailler, vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des PowerPoint, même de présentations que vous avez faites dans les entreprises où vous étiez avant, avec l'autorisation, bien entendu, si c'est des choses que vous pouvez partager. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez utiliser pour montrer votre savoir-faire, et pas juste le dire, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Donc, voilà. D'autres questions ? Donc oui, beaucoup de choses en fait à prendre en compte pour être actif sur tous les fronts. Mais au final, comme je dis, vous allez avoir du résultat. Si vous suivez cette méthode de faire pas mal d'activités, puis de voir aussi qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, au bout d'un moment, vous allez vous dire, ben, moi je suis bien sur ce créneau-là, j'ai des retours, et après vous allez commencer à avoir des entretiens, ça va bouger. Mais c'est comme toute stratégie, hein, pour qu'elle soit bonne, il faut faire un peu de tout. Pas avoir juste tous ses œufs dans le même panier. Rester, oui. Est-ce que vous pouvez donner des sites internet pour chercher le travail, pour trouver des restos, pour rencontrer d'autres gens? Oui, tout à fait. Alors vous me laisserez votre email. Je vous enverrai la présentation. Toutes les personnes qui veulent la présentation, je vous l'envoie. Et puis vous me dites aussi si vous voulez des sites, oui, ça j'ai aussi. Voilà, et puis j'ai beaucoup de choses aussi sur les réseaux sociaux liées à l'emploi. Je partage aussi beaucoup d'offres par mon réseau que je reçois, tout simplement. Parfois sur mon mail, parfois sur les réseaux sociaux, mais tout de suite je le mets, je le partage en fait, pour que les gens aient l'opportunité de postuler, parce que de plus en plus, vous avez ces offres flash que j'appelle, c'est l'offre du jour, mais les recruteurs utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Voilà, je recherche une assistante trilingue pour commencer demain, bien entendu. Donc dès que je le vois, je le mets tout de suite sur Facebook ou sur LinkedIn pour mon réseau, donc beaucoup de personnes qui sont en recherche puissent en bénéficier. Mais voilà, c'est comme ça maintenant, c'est vraiment le rapide. On n'a plus ce processus où vous faites un descriptif de poste, vous mettez en ligne. Moi j'ai travaillé, même il y a 5 ans, c'était très technique comme ça, vous aviez plein d'étapes. Maintenant les postes c'est 3 lignes, on recherche pour telle date, si vous avez telle ou telle compétence, contactez-nous. Donc c'est très rapide et il faut vraiment faut aller vite. Il faut aller vite, il faut tout de suite envoyer une candidature et puis se positionner. On a beaucoup parlé de LinkedIn, mais est-ce qu'il faut aussi être sur les autres réseaux sociaux qui ne sont pas forcément professionnels, style Facebook, tous ces trucs-là? Alors ça dépend de votre niveau de gestion des réseaux sociaux parce que ça demande du temps. Donc je pense que Facebook est intéressant parce que c'est un outil qui est quand même beaucoup utilisé par la plupart des gens. Et puis j'ai entendu dans ma réunion RH il y a 15 jours que les recruteurs jetaient un coup d'œil.
Donc de plus en plus vous êtes googliser, ça veut dire qu'on va aller voir votre nom, voir ce qui se... Voilà. Et puis ils vont regarder Facebook aussi. Alors pas tous, hein, mais comme on ne sait pas, il faut bien avoir un Facebook qui soit correct. Ouais, et si on n'en a pas? Ah, si vous n'en avez pas, après à vous de voir si ça peut être un plus pour vos recherches. Si vous vous sentez vraiment... Les réseaux sociaux, c'est aussi un peu un feeling. Donc si vous débrouillez bien sur LinkedIn, que ça vous plaît en plus, avoir un outil en plus, c'est ce qui va faire que vous allez, comme je terminais hier ma webconférence en disant que vous êtes un employé du 21e siècle. C'est-à-dire on voit que vous êtes, voilà, vous connaissez les outils, vous êtes dessus, vous les maîtrisez. Moi, ce que ça m'envoie comme message en tant qu'employeur, c'est que demain, je peux vous recruter, vous allez pouvoir être autonome et vous allez communiquer, etc. Donc, ça fait de vous quelqu'un du 21e siècle, en fait. Alors, moi j'avais une question par rapport justement à LinkedIn. Quand on contacte, on fait des candidatures spontanées via LinkedIn. Donc on contacte directement les gens et on propose notre CV parce que telle boîte nous intéresse, donc on cherche les RH. Et au bout de certains temps, on n'a pas de réponse. Du coup, je voulais savoir comment ça se passe justement. Est-ce que c'est le même processus par rapport à une candidature en ligne où on appelle la personne par téléphone? Ici, est-ce qu'on peut justement encore relancer la personne par message ou comment... Donc c'est une candidature que vous avez faite? Oui, voilà, exactement. C'est une candidature, par exemple, qu'on fait à RH d'une entreprise et que la personne, via LinkedIn, oui. Et que la personne, en fait, n'a pas répondu au message privé que je lui ai envoyé. En fait, je voulais savoir est-ce que je relance ou... Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question, sachant que souvent vous allez voir sur LinkedIn le nombre de candidatures qui ont postulé. Donc vous voyez 100 personnes, 200 personnes, le chiffre apparaît normalement. Mais je ne parlais pas forcément une réponse à une candidature, enfin une annonce, c'est une candidature spontanée. Ah d'accord, vous avez envoyé... voilà, j'ai déjà visé telle entreprise, donc j'ai cherché les RH et j'ai envoyé ma candidature via LinkedIn. D'accord. En fait, je pense que si c'est un poste qui vous... Enfin, une entreprise qui vous intéresse avec potentiellement des postes qui pourraient être bien pour vous chez cette entreprise, je pense que ça vaut le coup de montrer ses motivations. Donc, les gens sont débordés, reçoivent plein d'emails, donc une relance, mais une relance sympathique, hein, en fait, en disant, voilà, je vous ai envoyé ma candidature, j'aimerais discuter plus longuement avec vous, mais de faire quelque chose vraiment diplomatique, qui encourage, disons, la personne à discuter avec vous. Mais c'est vrai que souvent, malheureusement, si vous ne correspondez pas, comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas de retour. Et c'est là où j'essaye d'aider les gens aussi en disant, en regardant leurs outils, leur CV, comment ils se présentent, pour voir pourquoi ils n'ont pas de retour. Comme je disais, est-ce que c'est un problème de positionnement? Est-ce que c'est... Alors sur des candidatures spontanées, c'est qu'il n'y a pas de poste en général. Vous avez juste envie de proposer votre candidature, donc peut-être c'est simplement ça, mais ils n'ont pas le temps de répondre en disant on n'a pas de poste. C'est pas évident d'avoir cet engagement avec les recruteurs. Souvent ils ne répondent pas ou peu. Donc vous êtes là à vous dire bon, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas forcément quelque chose que vous avez mal fait, c'est juste que sur cette entreprise-là, il n'y a pas de besoin. Donc il faut diversifier, il faut dire bon, là j'ai pas trop de résultats, je vais essayer dans une autre catégorie. D'autres questions? Est-ce que vous cherchez tous sur Suisse, France, les deux? Les deux? Et comment vous trouvez votre recherche en Suisse? Difficile. La politique de la Suisse est compliquée par rapport à notre positionnement en tant que frontalier. Qu'est-ce qui est compliqué au niveau des permis, etc. Alors ça va dépendre des postes, parce que si vous êtes vraiment quelqu'un de très technique, en général, il y a des besoins, notamment dans l'informatique, des choses comme ça, sur des postes vraiment très spécifiques. Après c'est vrai que sur les postes plus généralistes, il y a déjà pas mal de monde sur le marché, donc là c'est un petit peu plus compétitif, on va dire. Oui? Non, et de plus en plus de ce que je vois sur la recherche suisse, en fait, maintenant ils veulent qu'on soit domicilié en Suisse. Moi j'ai eu plusieurs cas où on m'a dit que vous venez en Suisse, non, je ne peux pas vous localiser, j'ai une famille sur ici. C'était un poste très... où il y avait de la confidentialité? Non, du tout. Parce que c'est vrai que sur tout ce qui est banque, des choses comme ça, ils préfèrent. Et c'est
premier, quand vous disiez tout à l'heure aussi que éventuellement aller passer des entretiens dans les sociétés, on sait que le poste est basé soit à Genève, soit à Lausanne, et on ne veut pas se délocaliser, et éventuellement aller passer un entretien. Le souci, c'est que pour les recruteurs, un recrutement, c'est du temps, c'est de l'argent. Donc je ne vois pas trop comment en fait ils pourraient accepter de nous garder en disant regarde votre CV, actuellement on n'a pas de poste, éventuellement sur la France, sachant qu'on leur a fait perdre du temps et de l'argent et qu'ils savent que tout le monde sait qu'un entretien, un recrutement, c'est long et ça coûte de l'argent. Donc quand vous disiez n'hésitez pas à aller passer un entretien même si vous n'allez pas vous délocaliser, je ne suis pas sûre que le RH accepte le fait pour se perdre du temps en disant à la fin, bah oui, je sais le poste est ici, mais je ne veux pas venir. Après, ça dépend parce que vous ne savez jamais complètement, c'est-à-dire si le poste était exactement ce que vous recherchez, que vous avez un bon contact avec le recruteur, votre avis peut changer aussi. C'est pour ça que je dis aux gens, restez toujours quand même assez large. Oui, On sait jamais. vous allez pour voir. Ouais, il faut connaître le marché pour pouvoir être bon sur un marché, il faut le connaître. Il faut savoir qui recrute, ce qui se passe. C'est ma philosophie. Madame a raison, parce que c'est vrai que sur des. Moi, je suis par exemple dans la branche du commerce, et sur les postes dans ma branche, il y a 5 ans, les critères de recrutement ont évolué par rapport à il y a 5 ans. C'est-à-dire que maintenant, ils demandent par exemple des permis C, D, de résidence suisse, alors que il y a 5 ans, le fait d'être frontalier était suffisant. Et il y a également la barrière de la langue allemande qu'il faut absolument parler sur les postes, même sur la Suisse romande. Ouais, bah, tout ça, c'est une étude à faire, on va dire, de voir ce qu'on va apporter, ce que le marché veut, et puis comment on va arranger tout ça, en fait. C'est beaucoup de choses. Alors, je vais vous laisser sur cette dernière image. Voilà, ce sont nos choix qui montrent qui nous sommes bien plus que nos capacités. Donc, de quelqu'un qui est parti de loin, hein, puisqu'elle a écrit son livre au coin d'une table en recevant des prestations sociales. Donc, c'est quelqu'un qui a démarré avec, dans une situation difficile, mais qui, grâce à son talent, a surmonté tout. Voilà, pour vous donner une image d'espoir. En tout cas, si vous voulez que je vous envoie la présentation, n'hésitez pas. Merci. Je suis sur la caméra. Voilà. Super, la présentation, merci.